J'espère, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et je crois que quand il s'agit d'une situation comme celle-ci, nous devons tous prendre du recul pour être conscients de ce qui se passe. En se demandant, c'est quoi cette peur? De quoi avons-nous peur? Et donc, qu'est-ce qui fait que c'est un sujet aussi délicat? Donc, si on prend le temps de se demander pourquoi quelque chose provoque une réaction, c'est déjà un bon point de départ. Il faut aussi penser aux situations dans lesquelles on se trouve et comment on doit réagir. Je pense aussi qu'il faut prendre le temps d'être consciente au niveau émotif de ce qui se passe. Et il faut le faire avant d'être dans cette situation stressante pour éviter d'être dans un mode réactif. Dans ce cas-là, on peut réagir et autrement. Vous avez mentionné quelque chose concernant les angoisses. Je crois que nous devons avoir un certain niveau de compassion pour les uns et les autres. Il faut prendre le temps de reconnaître que tout le monde doit s'adapter. Et peut-être qu'on peut apprendre des choses en écoutant la perspective de quelqu'un d'autre. Donc, il faut écouter pour essayer de comprendre plutôt que d'essayer de prouver quelque chose, d'insister pour que la personne comprenne exactement ce que vous voulez dire et la faire changer d'opinion. Très bien, Amanda, merci beaucoup. Eva, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Je suis tout à fait d'accord. Il faut prendre le temps d'écouter les autres, d'écouter leur perspective. C'est très important parce que nous ne savons pas, avec la COVID, il y a beaucoup d'angoisse et nous avons des membres de notre famille à la maison qui ont des difficultés à s'adapter. Mais nous ne savons pas si tout le monde a choisi d'exprimer ce qui se passe chez eux. Josie, vous devez avoir des clients qui ont toutes sortes de difficultés concernant ces sujets, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, un sujet très important pour nous, et j'insisterai pour dire que le panel a fait d'excellents commentaires. Et ce que je rajouterais, c'est qu'il faut reconnaître que ce n'est pas la première fois qu'on aura des problèmes dans la vie, des cas où on a des différences d'opinion. Et au niveau psychologique, nous savons que lorsqu'il y a de la peur, lorsqu'il y a beaucoup d'intensité, etc., tout ce qui se passe dans les médias, au travail, les décisions qui sont prises, etc., c'est naturel. Et au niveau de l'adaptation, ce qui se passe, c'est que nous devons polariser. Et notre cerveau fonctionne autrement. Lorsqu'on est polarisé, on commence à moins réfléchir, on a des idées préconçues, on insiste en se disant « j'ai raison, j'ai raison ». Et donc, il faut savoir, il faut en être conscient. C'est partout dans notre vie, même au niveau des relations personnelles qu'on a, être conscient de ce qui se passe. Essayer de s'auto-réguler, si vous voulez. Dans un sens, c'est, bon, qu'est-ce qui me stresse? Est-ce que je peux parler à mon supérieur calmement et essayer de poser des questions expliquer quelles sont vos émotions, mais soyez ouverts avec compassion et empathie. C'est comme ça que je dirais qu'il faut faire. Oui, merci beaucoup, Julie. C'est un sujet compliqué, mais je crois que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux dans la façon dont on aborde les choses les uns avec les autres. Andrea, je crois que vous avez une question. Oui, merci, Marianne. Vous savez que nous avons l'impression d'avoir déjà dû assumer tellement de changements. Qu'on soit à la maison pour travailler ou bien imaginez travailler dans un bureau avec un masque toute la journée. Le monde du travail a beaucoup changé et nous avons été obligés de nous adapter. On s'est dit que tout irait mieux, mais en fait, c'est peut-être pas vraiment le cas. Il y a eu en effet une quatrième vague. Cette quatrième vague semble déprimer les gens, alors qu'ils avaient l'impression que c'était la fin du tunnel. Donc, avec l'automne et l'hiver, comment rester aussi résilient que possible? Amanda, qu'en pensez-vous? Bonjour, est-ce que vous m'entendez tous? Bon, ouf, vous m'entendez. Donc, la chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est la reconnaissance et l'acceptation.
reconnaître que, bon, ce qu'on expérience est réel. Et nous avons une expérience de la pandémie qui nous est propre. Et c'est tout à fait acceptable. Je pense qu'il faut faire le deuil de certaines choses que nous avons perdues. Et peut-être aussi reconnaître ces émotions très, très intenses que nous avons ressenties. Peut-être qu'il faut passer à l'étape d'acceptation. Et ça, c'est le temps. Le temps nous permet, si vous voulez, de laisser couler certaines choses. Il faut aussi s'occuper beaucoup de notre santé, c'est-à-dire arriver à rester le plus calme possible et arriver à exprimer toutes ces émotions qu'on ressent. Parce que vous savez qu'on dit bien qu'on entrepose des expériences négatives et traumatisantes dans notre cerveau, dans notre être. Alors, il faut les dégager, il faut les traiter, il faut, par exemple, trouver des activités pour le faire. Moi, par exemple, j'écris un journal. Je le fais tous les jours. Et ça me permet, si vous voulez, d'être plus calme dans la journée. Je me sens plus calme. J'ai l'impression d'avoir les pieds sur terre. Je me sens plus équilibrée. Donc, si vous avez trop de choses qui vous tombent dessus, parlez à votre supérieur. Vous voyez que sur ce panel, nous avons toutes sortes de ressources, des ressources en milieu de travail, des stratégies qui peuvent vous aider à naviguer dans cet océan. Merci beaucoup, Amanda. Jodie, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter à tout ça? Qu'est-ce qu'on doit faire cet hiver? Il y a quelque chose qu'il faut reconnaître. Vous savez, moi, je suis scientifique et j'aime les chiffres. Donc, on dit qu'une personne sur 5, tous les ans au Canada, aura un problème de santé mentale, surtout des problèmes d'anxiété et de dépression. On estime que cette année, il y en aura 40%. Donc, 40% répondent aux critères de dépression. Il faut donc reconnaître que, nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes entourés de beaucoup de gens dans notre pratique. Il y a plein de gens qui me disent, je ne sais pas pourquoi je me sens si déprimée. J'ai un travail, j'ai une famille, etc. J'ai l'impression d'être dépassée par les événements. Je suis stressée. Alors, on dit aussi que les gens boivent plus, se déplacent moins. Donc, n'oubliez pas qu'il faut boire beaucoup d'eau, pas trop d'alcool. Et moi, mon problème, je sais que c'est le sommeil. Nous avons tous ces appareils qui nous volent le sommeil. Et donc, dans un sens, la technologie, c'est formidable parce qu'on peut faire des choses comme on fait aujourd'hui, on peut se voir de loin. Mais en même temps, il faut savoir que ce qu'on boit, ce qu'on mange et notre sommeil, si vous voulez, c'est fondamental. Et il faut le gérer. C'est vrai, les gens pensent que le corps et l'esprit, ce sont deux choses tout à fait séparées, mais c'est pas vrai. Ces deux éléments fonctionnent ensemble. Eva, qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais que ça a été difficile pour moi et pour d'autres, tout ça. Mais ce que je fais tous les jours, c'est que je suis reconnaissante. Je me lève le matin. J'ai même une petite roche avec moi, un petit caillou. On appelle ce caillou mon grand-père dans ma culture. Donc, chaque fois que je le touche, ce caillou, je suis reconnaissante pour 5 choses. C'est quelque chose que je fais depuis très longtemps parce que je suis quelqu'un de très spirituel et je suis reconnaissante de respirer parce que j'ai des problèmes de santé comme l'asthme par exemple. Donc, je suis reconnaissante de pouvoir bien respirer, un toit au-dessus de moi, des chaussures à mes pieds. C'est vrai que les gens vont dire, ça paraît élémentaire et ce sont des choses très matérielles. Mais lorsque vous êtes réellement reconnaissante et que vous en faites un mode de vie, vous voyez les choses totalement autrement. Vous n'êtes plus focalisé sur les difficultés de la journée, mais vous êtes contente de ce que la vie vous a offert. Et ça m'a beaucoup aidé. Je partage cela avec beaucoup de gens. Je donne ces petites pierres de grand-père à des gens autour de moi. Et c'est une façon de leur rappeler d'être reconnaissance de la bonne santé
ou bien le fait qu'ils aient de quoi manger, qu'ils soient bien habillés, etc. Et donc ça m'a beaucoup aidé. Et les gens à qui j'en parle me disent c'est pareil pour eux. Formidable. Moi aussi, j'utilise cela comme principe. Et je me remarque aussi que plus je passe de temps à aider les autres, plus je trouve que c'est un équilibre. C'est en fait une façon de non seulement se rendre compte qu'il y en a d'autres qui manquent de beaucoup de choses, mais en plus de ça, j'ai des hormones positives qui sont produites lorsque j'apprends, lorsque j'aide les autres. Bon, mes amis danois m'ont parlé de quelque chose qui s'appelle Huger. Huger, c'est un concept danois qui fait que lorsqu'on est à l'intérieur, il faut se sentir dans un cocon, c'est-à-dire vous portez des vêtements confortables, vous avez un éclairage qui vous convient, vous vous entourez de choses qui vous apportent de la joie. Et j'espère que ces petits conseils comme sortir aussi. Peut-être que sortir, prendre l'air, c'est important. J'espère que toutes les idées qu'on a mentionnées pourront aider les gens. Des questions? Oui, j'aimerais poser une question sur la façon de gérer la santé et la sécurité en milieu de travail tout en tenant compte des besoins de chacun. On impose des règles sur la façon dont nous allons travailler. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer que tout le monde est traité de façon équitable, pas nécessairement identique, et comment est-ce qu'on peut reconnaître les besoins spécifiques de chacun? Eva. Eva, on ne vous entend pas. Excusez-moi, dit Eva. Lorsqu'on envisage la question du bien-être au travail, il ne s'agit pas juste de se préoccuper des gens qui ont la grippe. Il s'agit d'une démarche beaucoup plus globale. Lorsque je parle de démarche globale ou holistique, je pense au milieu psychologique, intellectuel, spirituel. Et je vois ça comme la santé mentale globalement. Il faut en faire la promotion à l'intérieur des compagnies. Et lorsqu'on le fait, les avantages ne se limitent pas aux employés. Et tout ça est bénéfique à toute l'organisation, à toute la compagnie. Parce que lorsque vous créez un environnement qui fait la promotion du bien-être dans tous les domaines dont j'ai parlé, ce qui s'avère, c'est que vous réduisez l'absentéisme, vous augmentez la productivité, vous réduisez le stress, vous attirez de nouveaux employés. Il y a d'autres employés qui disent « Oh, c'est vraiment un milieu de travail agréable ». Et c'est comme ça qu'on arrive à conserver les employés. Il est très important, à mon avis, de consulter. Moi, je consulte toujours. Je consulte mes employés sur la façon dont ils se sentent au travail. Et bon, moi, je viens d'une petite organisation. Et c'est plus facile de le faire en tête-à-tête. Mais évidemment, les grandes sociétés avec lesquelles on travaille sont obligées de faire les choses de façon beaucoup plus générale, des sondages avec leurs employés sur la façon dont ils veulent mettre cela en pratique. Il faut aussi obtenir l'accord des gens concernés. Et quand je dis l'accord, ce n'est pas seulement l'accord des employés, mais l'accord des supérieurs, pour accepter de parler des préoccupations et parler de la résistance. Et afin d'avoir un bon équilibre vie professionnelle et personnelle et de réussir dans les deux, il faut que ça vienne de l'employé et de la haute direction. Moi, je regarde toujours les difficultés comme des occasions d'apprendre quelque chose. Et donc, en parlant et avec les sondages, etc., je peux vous dire qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Sans parler de la promotion.
la promotion du bien-être et du mieux-être à l'intérieur de l'organisation. Ça aussi, c'est fondamental pour pouvoir respecter cet équilibre. Et donc, je vérifie toujours. Je fais ça toutes les semaines avec mon personnel et on peut considérer cela comme une évaluation permanente sur la façon dont les choses fonctionnent. Moi, je peux le faire. Dans les grandes organisations, il y a des services où on peut venir prendre le pouls. Et dans ces cas-là, on cherche des idées sur la façon dont les chefs de groupe gèrent leur groupe, par exemple. Il y a une autre pratique exemplaire. Elle consiste à réduire les difficultés, c'est augmenter l'embauche, c'est-à-dire embaucher plus de gens pour que les employés se sentent entourés. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma liste? Et je vous rappelle aussi que la souplesse est un mythe. On dit que la souplesse, c'est toujours injuste. Et l'idée, c'est que dans certains cas, on pense que pour que ce soit équitable, il faut que tout le monde fasse la même chose. Mais c'est clair que les besoins varient d'une personne à l'autre et que les solutions varient donc. Différentes personnes ont besoin de différents types de souplesse à différents points de leur vie. Donc, d'autres personnes s'adaptent assez facilement à la structure, savent exactement ce qui va se passer et pendant leur semaine et l'acceptent. Et donc, oui, j'espère que ça répond à la question. Je voudrais rajouter quelque chose, mettre en place un plan, l'incorporer dans vos procédures, faire des projets pilotes. Nous avons des périodes de projets pilotes où on commence tout petit, c'est-à-dire n'essayez pas d'imposer une règle à tous. Commencez par un petit groupe, gérer les commentaires et décider ensuite. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Si on demande aux gens comment est-ce qu'on peut vous aider à faire mieux votre travail, on n'a pas besoin de s'inquiéter de savoir si on est suffisamment inclusif. Parce que quand on pose la question à quelqu'un, on est inclusif, quoi qu'il arrive. Jodie, qu'est-ce que vous auriez ajouté à cela? Moi, ce que j'ajouterais, c'est qu'il est très important de reconnaître que c'est impossible pour nous d'avoir un environnement de travail sécuritaire si nos employés ne sont pas eux-mêmes en bonne santé. Donc, on a appris plein de choses en 18 mois. On a découvert que notre organisation, ce n'était pas juste des bureaux, c'était des personnes, des êtres humains. Et nous savons que pendant la pandémie, ça a été le sujet principal des derniers 18 mois, mais il s'est passé plein de choses au niveau du climat sociologique, politique, qu'on a vu non seulement aux États-Unis, mais aussi chez nous. En réalité, il y a beaucoup de groupes marginalisés et vulnérables qui ont encore plus de difficultés. Je pense aux membres des minorités visibles, les LGBTQ. Donc, ça fait partie de notre responsabilité de faire un effort particulier, surtout pour ceux qui sont en contact direct avec les clients. Il se passe des choses terribles, même au Canada. Donc, faites très attention. Soyez conscients de ce qui se passe autour de vous. Parlez aux gens en personne. Évidemment, c'est mieux en personne. Après, c'est la vidéo. 3, le téléphone. Mais évitez les textos et les courriels. Il faut qu'on sache quelles sont les difficultés que les gens ressentent. Il faut donc être connecté correctement. Quelques mots? Je voudrais justement revenir sur ce qu'on a déjà entendu, c'est-à-dire poser des questions ouvertes et ne supposez pas quoi que ce soit. Faites un effort pour bien comprendre ce que vos employés vous disent. Et donc, lorsque vous faites ça dans un sondage, c'est toujours bien d'avoir des chiffres, mais il faut aussi avoir, si vous voulez,
des conclusions qualitatives, c'est-à-dire interpréter ce que les gens sont en train de dire et apporter les changements nécessaires. Les tables rondes, les town halls, les réunions, tout ça, ouvertes. Donner la parole aux gens, c'est important pour que tout le monde ait l'impression qu'on les écoute. Ça permet d'avoir un niveau de sécurité psychologique qui permet aux gens de s'exprimer et d'expliquer quelles sont leurs difficultés. Moi, je ne dis pas, il ne faut pas forcer les choses. Surtout lorsqu'on parle de populations diverses. Donc, ne forcez pas les gens à justifier leur existence. Ouvrez la parole, montrez que vous expliquez, que vous êtes en train de parler, plutôt que de dire des choses. Assurez-vous aussi que lorsque vous vous engagez à faire quelque chose, vous le faites réellement, pas juste de belles paroles. Donc, expliquez aux gens, quand vous leur posez une question, comment vous allez réagir à leur réaction. Je vous rappelle qu'au début de l'année prochaine, il y aura un gros sondage national et nous étudierons la façon dont les populations diverses ressentent la psychologie et la santé mentale sur leur lieu de travail. Après, Amanda, nous allons rassembler tous les groupes pour essayer de trouver de meilleures solutions. Donc, j'ai hâte qu'on arrive à cela. Michel, vous avez la question suivante. Merci, Marianne. Sur les lieux de travail qui traitent avec le public, on nous dit qu'il y a beaucoup de comportements agressifs, souvent envers des employés, qui leur demandent tout simplement de respecter les règles de sécurité. Ça peut être dans un restaurant, dans un bureau ou même dans leur déplacement. Ces gens sont face à des comportements agressifs et ils ont besoin d'être soutenus. Que peuvent faire les gens sur leur lieu de travail, ou plutôt les employeurs, pour protéger les employés qui sont face à ces difficultés? Ça, c'est une très bonne question et une question importante. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens perturbés, beaucoup de stress. Et c'est vrai que les gens pensent à partir quand ça ne va plus. Donc, la première des choses, c'est de savoir où se tient votre organisation, quels sont les paramètres, et les politiques deviennent importantes. Une politique, finalement, c'est juste du papier. Alors, si ça dit cela sur le papier, assurez-vous que ce soit réel, c'est-à-dire quelles sont les valeurs de l'organisation, qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, quels sont les comportements qui sont littéralement inacceptables. Évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Pour beaucoup de secteurs, hélas, il n'y a pas moyen de contrôler le public, si vous voulez, clients avec qui on traite. Donc, nous avons, si vous voulez, moins de liberté dans ce sens. Et je crois que ce que je vois dans les organisations, c'est que beaucoup d'organisations disent, moi, je ne peux pas contrôler ce que les gens me disent. Donc, tout le monde se sent un petit peu paralysé et personne ne fait rien. Et ça, ce n'est pas utile. Donc, laissez savoir à votre personnel ce qui est acceptable et demandez-leur surtout quels sont vos besoins. Nos patients nous disent, par exemple, je ne peux pas en parler à mon patron ou à ma patronne. On ne dialogue jamais. J'ai l'impression de n'avoir aucune voix. On m'ignore. Donc, il faut équiper notre personnel avec les compétences qui leur permettront de gérer leurs émotions, de se calmer peut-être et de reconnaître qu'un gros pourcentage de notre population aura ou a des expériences négatives. Donc, lorsqu'un client se met à crier, c'est non seulement quelque chose de désagréable, mais ça peut aussi provoquer beaucoup plus que ça. Donc, il faut absolument vérifier en tête-à-tête avec les gens concernés, demander ce dont ils ont besoin, proposer-leur de l'aide. Il y a plein de choses sur le site web Stratégie en milieu de travail. Donc, utilisez toutes ces informations utiles. Jody et vous avez utilisé le mot réguler, réguler ses émotions. Et il y a des gens qui nous écoutent et qui se demandent ce que c'est. Je suppose que ça signifie gérer non seulement ce qu'on ressent,
mais aussi ce qu'on montre aux autres. Et Jody l'a dit, c'est vrai qu'il y a tellement d'informations qui circulent partout. Il n'y a aucune raison de ne pas nous aider les uns les autres pour avancer. Eva, qu'est-ce que vous auriez à ajouter à cette conversation? Je crois que l'éducation est fondamentale. Il faut éduquer vos employés, il faut leur apprendre à traiter avec les clients. Lorsqu'ils ont les compétences nécessaires, quand ils sont face à une situation stressante, il ne faut pas que ça les stresse. Il faut qu'ils sachent que c'est pas leur stress, c'est pas un stress qui leur est dirigé, c'est que la personne qui réagit mal, c'est qu'elle-même elle est stressée. Donc, le mieux, c'est d'arriver à calmer le jeu. Par contre, souvent, je remarque que lorsque les gens se mettent à crier, lorsqu'ils sont fâchés, peut-être qu'il faut les prendre à part, écouter ce qui se passe chez eux, quelle est leur préoccupation. La rétroaction, c'est de la rétroaction. Elle peut être négative ou positive. Moi, je me dis toujours, négatif, ça peut être une occasion de traiter quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, et peut-être que les compagnies pourraient profiter du fait que bon, il y a une telle situation qui est arrivée aujourd'hui, elle pourrait arriver à nouveau à l'avenir ou elle arrive de plus souvent. Donc parler aux employés, qu'ils se sentent capables, etc. Et sinon, trouver des ressources qui les aident à traiter de cela de façon professionnelle, parce que vous voulez que le client revienne. Et donc, si l'expérience est mauvaise, le client ne reviendra plus. Eva, ça me rappelle à la gestion. Ça me rappelle un principe de gestion. Ne leur dites pas ce qu'ils ont mal fait, dites-leur plutôt comment il faut le faire autrement et mieux. Donc, c'est ça, la rétroaction. Merci, Amanda. Moi, j'ajouterais peut-être que, bon, un peu la même chose, communiquer quelles sont les attentes. Je remarque aussi que sur l'Internet, on dit que le monde est en train de traverser une période de pénurie. Soyez gentils envers ceux qui travaillent. Et donc, il faut revenir à ce que les gens ont accepté comme travail au début et ce qu'ils sont obligés de subir aujourd'hui. Chaque fois, il faut montrer, quand on est dirigeant, qu'on s'occupe des employés. Et c'est clair que souvent, les employés ne peuvent pas improviser. Donc, le mieux, c'est de leur parler de cas semblables, d'expliquer quelles sont les attentes, vos attentes à vous, et aussi savoir comment réagir face à des gens qui se comportent de façon inacceptable. Donc, il faut que ces employés qui subissent cela soient entendus. C'est vrai que ce n'est pas excessif de demander à quelqu'un d'être entendu. Merci beaucoup. Je vais revenir à Laura. Laura a quelques questions à nous poser, des questions qui viennent de notre public. Merci Marianne. Oui, nous avons reçu toute une foule de questions. Nous sommes en train de dérouler toutes ces questions et en train de les lire. Et donc, malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Il y en a qui ont obtenu plus d'intérêt que les autres. La première, c'est comment s'écouter. Écouter la perspective des gens. Donc, il faut se prendre le temps d'écouter la perspective des autres. Mais si eux ne nous écoutent pas, c'est vrai, ça peut être des discussions de famille. Il y aura la semaine prochaine beaucoup de discussions familiales. Comment faire? Bon, est-ce que vous voulez répondre, Eva? Bon. Comment est-ce que quelqu'un ne nous écoute pas alors que nous, on les écoute? Bon, dans ma famille, par exemple, nous avons quelqu'un qui ne veut pas être vacciné. Et ma mère a des problèmes de santé. Cette question a été soulevée. Et
avoir une conversation calme autour d'une table avec cette personne. Essayez de comprendre la raison pour laquelle il ne veut pas se faire vacciner. C'était le point de départ. Ensuite, être aussi franc que possible. Donc moi, ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute, moi, je veux comprendre pourquoi tu décides de ne pas te faire vacciner. Parce que moi, je m'inquiète plutôt pour maman. Mais je suis inquiète aussi pour ta santé, lui ai-je dit. Tout ce que je te demande, c'est d'écouter mon point de vue maintenant. Il a dit, d'accord, je vais écouter son point de vue. J'ai été très franche. J'ai expliqué ce dont j'allais parler, parce que je voulais déjà m'assurer qu'il allait écouter ce que j'avais à dire. Et j'ai donc expliqué que j'adore ma maman. Il m'a dit moi aussi, mais je crois qu'il faut être clair. Il faut expliquer que nous aurons une conversation et donc écoutons les points de vue respectifs. Donc vous imposez une règle avant de même commencer pour éviter que ça déraille, c'est ça? Très bien. Laura, quelle est votre question suivante? Une autre question s'est posée sur les soignants. Et si vous êtes fatigué, épuisé, d'aider les autres, que pouvez-vous faire pour reprendre de l'énergie? Amanda, je crois que tout particulièrement si vous êtes soignant ou quelqu'un qui s'occupe des autres, ou même peut-être que vous êtes entouré de gens stressés, ils n'ont pas le temps de s'occuper de votre état d'esprit. Ce que je vous encourage à faire, c'est soyez toujours proactif, c'est-à-dire prenez soin de vous d'abord. Et ça dépend d'une personne à l'autre. Moi, tous les matins, j'ai une routine. C'est très important pour moi de commencer par ça pour que je puisse ensuite m'occuper des autres. Très souvent, lorsqu'on parle de prendre soin de soi, les gens disent « Oh, c'est égoïste » parce qu'il y a des gens qui ont des besoins encore plus importants que les miens. Mais moi, je dirais que c'est encore plus égoïste. Si vous n'êtes pas en bonne forme, c'est comme un verre qui est entièrement vide. Alors, comment voulez-vous servir de l'eau à quelqu'un si votre verre est vide? On a parlé d'aller se promener, pratiquer la gratitude, faire des exercices de respiration, faire des étirements. Toutes ces stratégies sont très, très efficaces. Et le dernier point que j'aimerais ajouter, c'est que je comprends que parfois, surtout lorsque vous avez votre emploi, vos difficultés, ceux des autres, les enfants, les collègues du travail, etc. Lorsque vous avez l'impression d'avoir tout ça sur votre plateau, c'est très important de s'arrêter de temps à autre. On dit toujours, j'ai pas le temps de faire une pause, j'ai pas le temps de m'occuper de moi. Donc, arrêtez-vous. Commencez par prendre quelques respirations profondes. Demandez-vous de quoi ai-je besoin? Quelles sont les tensions que je ressens dans mon corps? Est-ce que j'ai besoin de boire un verre d'eau? Est-ce que j'ai assez mangé? Si vous voulez, prenez le pouls, prenez votre pouls pour savoir comment vous vous portez à ce moment précis. Et après seulement, occupez-vous des autres. Très bon conseil, Amanda. En tant que soignante, lorsqu'on m'a dit occupez-vous de vous, ça me faisait crier parce que j'avais l'impression que c'était interdit. Mais c'est vrai, c'est respiration profonde, ça aide. Mais en fait, ce qui a tout changé pour moi, c'est lorsque j'ai arrêté de fonctionner par peur. C'est-à-dire j'avais peur de ne pas pouvoir aider les gens autour de moi. Je disais aux gens autour de moi, je vais t'aimer autant que possible. Et ça a été, si vous voulez, un changement de mentalité. Il nous reste juste assez de temps pour une question. Et donc, en fait, il y en a plusieurs qui portent sur l'isolement social, surtout avec l'hiver, etc. Et il y en a qui portent sur le rôle que peut jouer le lieu de travail lorsque les gens travaillent de façon virtuelle. Est-ce que vous avez des informations sur l'aspect socialisation, Jodie? Oui, quelques éléments. Un, reconnaître que les journées vont s'écourter.
Donc, il va faire nuit beaucoup plus tôt. Il y a beaucoup de gens qui vont être moins énergiques. Les gens vont peut-être se sentir un peu déprimés, surtout ceux qui vivent seuls, ceux qui ont subi une séparation. Et donc, ces gens-là courent des risques de santé mentale plus élevés. Nous sommes tous des êtres sociaux et nous avons besoin de relations sociales. Et donc, malgré la pandémie, il faut rester en contact. Pour beaucoup d'entre nous, il faut éviter de se refermer. Il y en a qui travaillent de la maison et c'est vrai que travailler de la maison, c'est pas nécessairement l'idéal. Pour 25% des gens, c'est pas l'idéal. Et ça, peut-être qu'il faudra qu'on approfondisse la question, mais reconnaissons que nous sommes des êtres humains et nous avons besoin de rester connectés. Donc, il faut non seulement bien manger, bien dormir, mais aussi trouver des moyens de rester en contact avec les gens qui vous importent le plus. Je sais que Zoom, j'en ai assez aussi. Lorsque j'ai fini de travailler, j'ai plus envie de me mettre en vidéo, mais il le faut. Et ne pas se limiter juste à des textos. Essayez de trouver des moyens de connecter, des moyens qui correspondent à vos besoins, à vos aspirations personnelles. En tout cas, restez intentionnel dans tout ce que vous faites. Engagez-vous à augmenter les connexions sociales. Très bien, Jody. Je crois que sous l'angle d'un employeur, ils peuvent créer des opportunités. Je sais qu'il y en a qui feront du travail parallèle, c'est-à-dire ils ont une réunion, mais les caméras sont pas allumées, les micros sont éteints. Mais vous savez qu'il y a des gens qui travaillent de bord et donc vous pouvez leur dire « Hey, comment ça va ?» Il y a aussi des pauses café. Nous faisons des pauses café. On ne sait pas très bien qui est à l'autre bout de l'ordinateur. Il y a des gens qui jouent à une chasse au trésor ou qui font des jeux de société. Je crois que ces petites pauses de connexion sont importantes. Je crois que le temps est écoulé. Oui, hélas, le temps est écoulé, mais je vous remercie. Je remercie énormément notre panel. Merci de votre expertise et merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter et d'avoir proposé des questions. Je sais qu'on n'a pas pu répondre à tout, mais toutes étaient de très bonnes questions. Il y aura un enregistrement en français et en anglais de cette panel sur la chaîne YouTube. Il y en a qui m'ont demandé quel était le lien, mais cherchez sur YouTube « Stratégie en milieu de travail sur la santé mentale » et vous trouverez. Donc, entre-temps, prenez soin de vous.